Ben, moi, mon nom, c'est Eliezer Akéassi, à l'état civil. Je préfère qu'on m'appelle Janta. C'est ça le prénom que j'ai choisi. Je viens de Côte d'Ivoire. Et puis, c'est ça, je suis le seul garçon d'une famille de 7 filles, pardon. Donc, j'ai 7 sœurs et je suis le gars. Et puis, quoi dire, j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur, entrer vraiment en contact avec mes émotions quelque part vers mes 16 ou 17 ans, lorsque j'ai quitté la maison familiale pour aller aux études et faire des études universitaires pour la première fois. Et là, j'ai expérimenté des choses, on va dire, de la douleur psychologique, de la souffrance mentale, un sentiment d'épuisement constant, un manque de désir même de participer à des activités de divertissement. À ce moment, la situation était encore sous contrôle parce que j'avais un placebo que j'utilisais énormément, qui était à l'époque la religion. Alors, ça faisait qu'il y avait un genre de, je ne sais pas comment utiliser le terme, mais un genre de bypassing en passant par la religion. Donc, tu traverses une période douloureuse, une souffrance mentale où tu es épuisé, tu n'arrives pas à étudier, tu n'arrives pas à compétir, le moindre stress te paralyse complètement, tu n'arrives à rien faire du tout. Puis là, tu l'associes à un phénomène spirituel, tu dis une prière et tu passes. Alors, ça a été comme ça assez longtemps jusqu'à ce que j'atteigne naturellement ma limite. Donc, première année universitaire au Canada. Donc, je rentre en contact avec mon premier vrai échec académique. Et là, c'était le moment où tout s'est vraiment effondré parce que j'associais beaucoup mon identité à ma capacité de réussir à l'école parce que j'étais un bon étudiant, donc ce que je suis capable de faire, c'est performer dans les études. S'il y a quoi que ce soit d'autre qui ne marche pas, c'est pas grave, mes études, c'est mon identité. Alors, quand je reçois une lettre de mon programme qui me dit vous n'avez pas pu maintenir votre moyenne de B+, et donc comme quoi vous allez être retiré de votre programme, c'est le moment où je me fonds. C'est le moment où je commence à avoir une grosse crise même identitaire parce que ce à quoi je m'identifie le plus, le titre que j'associais à mon nom, venait d'être prouvé, comment on va dire, non effectif en gros. Alors là, c'était beaucoup plus difficile et c'est à ce moment-là, avec d'autres événements, que j'ai commencé à aller en thérapie, commencer à en parler et que les choses ont commencé à se normaliser parce que j'ai réalisé que je n'étais pas malade, je n'étais pas fou, comme les gens de ma communauté me faisaient comprendre, ou bien trop sensible, tu es trop sensible, tu devrais regarder le côté positif des choses. Mais je réalisais que les émotions que j'avais enterrées pendant de longues années, si moi je croyais qu'elles n'existaient pas, elles se transmettaient et elles transparaissaient dans mon attitude, dans mon ton, la manière dont je parlais, dans ma gestion du stress, dans ma gestion de ma colère, dans beaucoup d'autres choses justement, parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas vraiment échapper à ces émotions et à qui on est, il faut adresser les problèmes. Donc, c'est là que j'ai commencé à traverser, aller dans un processus de guérison, à faire face à la situation émotionnelle dans laquelle j'étais et à aller comprendre les origines et les déclencheurs de l'événement pour contrôler la situation. À quoi ressemblait ton quotidien, au fait, quand tu passais par la dépression? C'était quoi, en fait? Premièrement, quels sont les symptômes que tu as remarqué chez toi qui ont changé et qui font que tu commençais à sombrer dans une dépression? Aussi curieux que ça puisse paraître, moi, dans mon cas, j'étais quelqu'un qui adorait être entouré tout le temps. Quand je commençais à traverser ces genres de moments, j'avais besoin de me renfermer automatiquement. Il y a aussi des petites choses que tu fais au quotidien qui changent. Des choses comme faire ton lit le matin ou bien faire ton petit déjeuner que tu fais plus, tu manges plus. En fait, tes habitudes changent. Si tu avais l'habitude de prendre une douche le matin, une douche le soir, tu commences à skipper les douches. Tu commences à ne plus être là pour toi-même. Donc, c'est comme si un peu tu te laisses mourir. Pourquoi tu faisais plus ça? Ça devenait une corvée. Okay. C'est des gestes qui étaient naturels, normalement,
si je suis dans un état mental normal, si je prends des médicaments qui régulent mon humeur et que je suis normal, tout d'un coup, je vais avoir l'énergie pour les faire. Mais dans l'état dans lequel j'étais et toutes les, comment on appelle ça, toutes les émotions négatives que j'avais à l'intérieur de moi me donnaient juste envie de me reposer. Et juste un exemple que j'aimerais donner, j'étais rendu à un niveau d'anxiété tellement intense que je ne voulais même plus compétir. Donc, il a eu des fois où je ne me suis même pas présenté à des examens physiquement. J'ai juste pas allé parce que la dernière fois que je suis allé à l'examen, quand on a distribué les feuilles, j'avais les mains tremblantes. Et quand j'ai retenu les feuilles et que j'ai lu les premières questions, j'ai failli vomir tout d'un coup. Pourtant, j'avais les réponses. Je ne pouvais juste plus compétir. Donc, le simple fait même de marcher devant certains bâtiments, c'est drôle parce que quand je suis retourné à l'université, j'en riais parce que j'ai des amis qui sont dans le programme et qui me posent des questions et que j'aide aujourd'hui parce que je trouve le programme pas vraiment difficile. Mais à cette époque-là, émotionnellement, j'étais tellement brisé que je ne pouvais pas prendre de la hauteur par rapport aux défis académiques qui étaient en face de moi. Alors, je passais là devant un des pavillons de l'université et puis j'ai appelé un pote puis je lui ai dit « Hey, je suis passé devant le pavillon sans hyperventiler, sans que mon cœur s'accélère. » Il est parti à rigoler, mais c'était drôle, on en riait, mais littéralement, le simple fait pour moi de marcher devant ce bâtiment me mettait dans un état de stress, comme si j'allais mourir, comme si quelque chose de vraiment grave allait m'arriver. Pourtant, c'est juste des études, c'est pas plus dramatique que ça. C'est curieux parce que quand tu es vraiment dans cet état profondément dépressif, des fois quand tu en sors, même toi, tu n'arrives pas à réconcilier les deux personnages. Parce que c'est pas toi-même, t'es pas toi-même. J'ai un ami que j'ai revu justement 3-4 ans, après 3-4 ans sans se voir, et puis on parlait et puis il a dit « Waouh ». J'ai dit « Quoi ?» Et c'était drôle parce qu'il a dit à sa copine, tu vois, c'est mon ami dont je t'ai parlé, et puis elle a dit « Quoi, Eliezer, tu vois ?» Elle a dit « Non, impossible ». Et moi j'ai commencé à rire, j'étais comme « Pourquoi impossible ?» Elle dit « Mais tu ne fites pas la description. » C'est quoi la description? Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, tu avais l'air de quelqu'un qui était dans une prison et qui frappait sur les barres super violemment et qui hurlait pour qu'on l'en laisse sortir. Puis, je me suis dit, c'est une métaphore assez géniale parce que dans ma tête, j'étais en prison, mais dans ma tête. Et j'étais entouré de beaucoup de choses qui me donnaient l'impression que tout fonctionnait, mais rien ne fonctionnait en vrai. Donc, j'avais des activités que j'essayais de faire, je me déconnectais de ma souffrance. À l'époque, en effet, j'étais religieux, donc toute tentative de parler de la difficulté que je traversais se soldait en priant. Et à la fin du Amen, je suis supposé me sentir mieux. Ce qui ne fonctionnait jamais, mais je me racontais des histoires. Donc, je cumulais blessure sur blessure et donc ça affectait directement la manière avec laquelle je parlais aux gens, mon ton avec les gens, mon attitude face au stress, mes réactions dès que je me sentais en danger. Donc, il y a du monde qui m'ont connu, on va dire, très irrationnel. Et il fut un temps où j'étais, je veux dire, juste le simple fait de parler aussi calmement, c'est comme un miracle. Parce que je ne parlais pas avec ce ton de voix, j'avais plutôt un high pitch. Parce que j'étais tout le temps sous tension. Et cette tension-là était une tension intérieure. Puis, je n'aurais pas réussi à adresser le problème si je n'avais pas été en thérapie pour toucher le problème vraiment de l'intérieur, littéralement. Comment tu gérais ton état de santé? Je veux dire, où est-ce que tu trouvais ton énergie le matin pour te relever, pour marcher, pour aller à l'école? Je ne gérais rien du tout. Je me laissais gérer, littéralement. J'avais une amie à l'époque et puis c'était très, très difficile pour elle parce qu'elle a vraiment porté ce poids-là qui m'avait littéralement porté pendant le processus parce que j'étais incapable de rien faire pour moi-même. J'étais même plus capable de moi-même me mettre sur un ordinateur et postuler pour une université. Je pouvais juste plus rien faire. J'étais une patate, j'étais juste assis. Il y avait encore des choses que je pouvais faire, courir, faire un peu de sport, jouer aux jeux vidéo. Mais il n'y avait rien que je pouvais faire, comme n'importe quelle activité basique, comme faire la vaisselle, me procurait un stress comme si on m'avait demandé de faire un exercice de statistique ou de maths. C'était... tous les défis étaient gros. Et encore aujourd'hui, je dois travailler avec ça parce que si dans ma tête, je dis, oh, j'ai une chose à faire, cette chose me stresse,
au point où je refuse de faire autre chose. Donc, disons, j'ai un travail à faire pour vendredi, on est lundi. Si je me demandais à sortir prendre l'apéro mardi, je dis non, je ne peux pas boire parce que j'ai un truc à faire vendredi. Oui, mais mardi, mercredi, jeudi. Mais dans mon esprit, ça ne fonctionnait pas comme ça parce que dès que je voyais un défi, la vie, c'était devenu un exercice très laborieux de je dois faire ceci, je dois faire cela, jusqu'à ce que, côté académique, j'ai trouvé mon équilibre à un moment donné. Donc, ça allait mieux. Quand je suis allé après je suis revenu ici comme étudiant. C'était bien côté académique. Mais le côté émotionnel, il y avait encore d'autres processus qu'il fallait traverser, entre autres ma relation avec moi-même, spirituellement et tout ça. Puis c'est là que j'ai été vraiment poussé, mais à bout, à mes limites, lorsque j'ai pris certaines décisions relativement drastiques, entre autres de ne plus être religieux. Et donc de régner la religion. Puis tu l'auras compris dans la culture d'où je viens, avec la famille d'où je viens, puis l'environnement d'où je viens. Les gens étaient outrés par ma décision personnelle que je venais de prendre sur ma propre vie. Le fait aussi que c'était intimement relié à mon identité à l'époque. Je ne savais rien d'autre de mon identité. Je savais plus de la religion que de mon identité, culturellement parlant. Ça créait chez moi un vide. Et donc, je venais de me couper de quelque chose que j'avais construit pendant plus de 25 ans. Depuis aussi jeune que je puisse me rappeler, depuis mes 2 ans, 3 ans, ce qu'on m'envoyait à l'église et tout ça. Et en plus de ça, je venais de perdre un grand nombre d'amis que je considérais comme la famille et avec qui je pensais que l'amitié ou la relation était inconditionnelle, mais apparemment, mes prises de décision personnelles, notamment concernant la religion, ont détruit certaines relations. Et donc, ça m'a fait sombrer encore plus dans un endroit extrêmement douloureux. Je n'avais jamais connu cette douleur-là avant. Est-ce que tu peux décrire cette douleur? Ouais. C'est un épuisement. J'ai été épuisé avant. Et ça m'a permis de comprendre certaines choses avec les personnes qui passent à l'acte. Passent à l'acte, je parle par exemple de suicide, ceux qui traversent la ligne. La majorité du temps, ce n'est pas des gens qui veulent mourir. C'est des gens qui sont fatigués. Puis, je n'ai jamais utilisé le mot, le S-word, le mot suicide. Je ne l'ai jamais utilisé parce que c'est un mot face auquel on se sent coupable. Ce que j'ai utilisé comme mot quand j'ai réussi à en parler à un ami, c'est « je suis fatigué et je veux me reposer ». Mais quand tu dors et que tu n'es pas reposé au réveil, tu commences à envisager d'autres genres de repos un peu plus profonds. Et normalement, respirer devrait être un exercice, naturel. Je ne pense pas que toi, Leila, tu penses avant de respirer, mais moi, je devais y penser. Donc, préparer, c'était un exercice supplémentaire. Quand je finissais de manger, je devais regarder mon assiette, je devais laver toute l'assiette. C'était douloureux, c'était épuisant. Après ça, tout ce que je devais faire était épuisant. Alors, je voulais juste me reposer et c'est là que j'avais commencé à organiser ma sortie, on va dire. En même temps, je suis très reconnaissant parce qu'il y a un ami qui s'est rendu compte de ce qui s'est passé et qui a arrêté les choses à temps, coupé mes médias sociaux parce que je recevais beaucoup de messages en inbox par rapport à
mes prises de position. Personne ne demandait comment je vais, qu'est-ce qui se passe. Les gens avaient plus besoin de prouver leur vérité, ce genre de choses, mais il n'y a personne qui avait considéré ce que je traversais, à part cet ami-là il y a quelques ans. Et donc, j'ai commencé à passer du temps un peu chez lui, et puis à couper mes médias sociaux, à me couper un peu et à réaliser que mon monde n'est pas si grand que je le pensais. Et donc, ça m'a aidé à voir les gens qui sont vraiment comme on dit, my tribe, mes gens, et à aussi compartimenter. Donc, à questionner certains vides que je pouvais avoir émotionnellement, personnellement, dont je venais, que ce soit avec mon background familial, les placebos que je m'étais créés dans ma relation avec les gens et surtout aussi avec la religion, surtout les leaders religieux qui très facilement sont devenus des substituts parentaux parce qu'ils étaient présents et aussi les abus qui en ont découlé tout naturellement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu te rendais compte que tu passais par une dépression? Est-ce que tu avais cette réflexion-là? En général, non. Je pouvais intellectualiser la chose, mais en général, c'est le monde qui est à l'extérieur de toi qui te dit. Puis, quand le monde de l'extérieur de toi te dit, tu as le choix soit de contester, d'argumenter, ou bien de dire peut-être qu'il y a quelque chose. Puis, peut-être. Tu dis, hey, Eli, ta voiture commence à ressembler à un dépotoir. Pourquoi il y a autant de sacs de McDo et de pizza dans ta voiture? Tu roules un dépotoir? Non, c'est correct. Moi, je sais pas. Non, je pense que c'est pas juste une question de propriété. Je pense que tu es en train de t'abandonner. Tu es en train de te laisser aller. You don't show up for yourself. Yeah. So, quand ça arrive, et c'est arrivé une couple de fois que mes amis me disent, mais en tout cas, ceux qui étaient là, ceux qui sont restés, me disaient, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi. Je pense qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Peut-être que tu devrais creuser un peu. Peut-être que tu devrais avoir une conversation avec toi-même. Et je pense que ça a été très décisif aussi. Parce que quand tu entends d'une personne, tu peux dire, il théorise les affaires simples, mais quand tu l'entends de 2, 3, 4, 5 personnes, tu t'es dit... je vais dire, c'était rendu à un point où une de mes patronnes, une de mes boss, quand j'étais encore étudiant, me disait, viens pas au travail, je ne veux pas te voir au travail, reste à la maison. T'inquiète pas, je vais te payer, mais reste à la maison aujourd'hui, je ne veux pas te voir. Parce que t'avais l'air absent, t'avais l'air mort au travail. La dernière fois que je t'ai parlé, tu m'as regardé droit dans les yeux, tu m'as dit quoi? T'as même pas entendu. Puis, et là, vraiment, tout ce que je faisais un peu pour essayer de fuir, entre autres, prendre deux jobs, donc prendre un deuxième job et essayer de m'occuper au maximum, parce que tu as toujours des gens qui te disent, hein, oh, c'est parce que tu n'es pas occupé. À côté avec ceux qui disent, c'est parce que tu pries pas. Il y en a qui disent, oh, c'est parce que tu as laissé la religion que le diable t'attaque. J'ai tout entendu, là. Puis il fallait que je choisisse ma vérité dans tout ça. Donc c'était un processus assez laborieux, on va dire. Ouais. Comment tu as fait pour t'en sortir? Il y a beaucoup de choses qui ont participé à ça, juste de m'entourer de gens avec qui je peux parler. Il y a une erreur que je faisais avant, parce qu'on dit souvent il faut avoir le courage de parler. Je reconnais que parler c'est difficile parce que chez nous il y a un proverbe qui dit l'insensé parle et l'homme sage s'assure que son interlocuteur comprend son langage avant de parler. Tu ne parles pas grec ou russe à quelqu'un qui comprend que malinké. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça m'a pris du temps de trouver des gens avec qui en parler. Déjà que j'allais en thérapie, ce qui aidait beaucoup parce que j'avais de l'aide professionnelle. Mais au-delà de tout ça, il fallait que je me protège, que je m'entoure des bonnes personnes. Parce qu'il y a des commentaires dont j'avais plus besoin. Je pouvais par exemple parler de mon état mental actuel et puis j'allais entendre quelqu'un qui dit « T'es trop rassasié toi. Ça c'est les trucs des enfants de riches. » Ou bien « Ah c'est des trucs de blancs, tu regardes trop de films. » Donc si tu vois quelque chose et qu'on te dit que ce que tu vois n'est pas réel, tu commences à penser que t'es fou. Et ça te crée un autre problème dans ta tête parce que moi je suis un overthinker, j'arrête pas de réfléchir.
So, je me suis dit, je vais éviter ça, puis je vais m'entourer de personnes qui sont vulnérables, qui sont sincères. Mon club d'arts martiaux a aidé beaucoup là-dedans parce que c'est un endroit où j'ai vu des hommes qui étaient sincères, qui étaient vulnérables. C'est un des endroits où j'ai vu des hommes très forts pleurer, que ce soit pour une médaille ou pour n'importe quoi, et être vrai avec leurs émotions. Personne n'était, comment on va dire, shamed, moqué pour leur sensibilité. Et j'ai réalisé aussi que ça me permet de relâcher la pression. C'est quelqu'un qui n'a pas pleuré pendant longtemps, quelqu'un qui ne s'est pas avoué son état émotionnel pendant longtemps. C'est un genre de constipation émotionnelle qui fait que tu es en train de bâtir une pression à l'intérieur de toi qui éventuellement va exploser lorsque d'autres personnes seront assez proches pour gratter sous le mur. Ça ne manque jamais. Moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est vraiment l'entourage, la thérapie, bien évidemment. Mais comment tu passes à la thérapie? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ou est-ce que c'est pas facile pour un garçon d'aller en thérapie? Alors, ça a été dur culturellement pour plusieurs raisons. Déjà, parler de mes problèmes à un autre homme, c'était hors de question. Hors de question. Puis s'il y a des hommes noirs qui écoutent ça, ils doivent savoir c'est quoi. Être vulnérable devant un autre gars, c'était hors de question. Ça m'est déjà arrivé d'être vulnérable devant ma mère. Donc il fallait trouver la bonne équilibre. Puis je pense qu'il y a des thérapeutes avec qui c'est pas aller bien loin parce que c'est des gars. Donc c'était, comment ça va? Ouais, ça va, c'est la vie, on est là, tout va bien. C'est un peu dur, mais on gère. Puis ce genre de conversation jusqu'à ce que je tombe sur une thérapeute d'un certain âge qui m'inspirait une confiance, on va dire, un peu maternelle et que je me sentais assez en sécurité pour pouvoir être vulnérable avec cette personne. Puis c'est là que ça a été déterminant. Parce que j'avais fait de la thérapie avant pour d'autres raisons, à cause de l'échec académique, à cause de toutes ces affaires-là. Puis là, j'étais allé de moi-même en thérapie. Parce que je me suis dit, j'ai un problème. Puis c'était aussi sous l'impulsion de ma boss, dont je vous avais parlé, qui m'avait dit, tu dois y aller, tu dois voir quelqu'un. Parce que tu es assez intelligent, mais tu ne vas pas t'en sortir tout seul. Il y a des nœuds qui sont dans la tête et puis c'est vraiment des affaires qui sont dans ton angle mort. Puis si tu n'as pas quelqu'un d'extérieur, de professionnel qui adresse la question, tu auras du mal à dénouer le nœud concrètement. C'est ça que ça a coûté. Ça a coûté du courage, ça a coûté de l'audace, de s'admettre que j'ai besoin d'aide, mais aussi d'être prêt à faire le travail pour sortir de là, parce que c'est un labyrinthe. Puis ça prend que tu dois faire confiance à ton thérapeute, tu dois faire confiance à toi-même, que c'est une passe et que tu vas sortir de là et demain tu vas en rire. Si j'étais passé à l'acte, depuis l'arrière du rideau, je me serais... suicidé, je peux le dire. Ouais. Si je m'étais suicidé, je l'aurais regretté. Je suis certain que je l'aurais regretté de l'autre côté. Mais s'il y a des regrets de l'autre côté, anyways, parce que l'état dans lequel j'étais, qui me montrait ça comme seule porte de sortie que je contemplais tout le temps, c'est plus réel. Ce n'est plus réel pour moi aujourd'hui. Si quelqu'un est dans cet état aujourd'hui, je saurais que c'est juste une question de temps. Écoute, tu as juste besoin d'économiser tes batteries. Puis c'est une des choses que mon ami m'avait fait remarquer lorsque j'étais épuisé, que j'ai dit je suis épuisé, j'ai besoin de repos. Qu'il insistait pour dire tu veux te suicider. Non, j'ai besoin de repos, tu veux mourir. Avoue. Mais c'est pas ça que tu as besoin, tu as vraiment besoin de repos, au sens propre. Donc regarde où ton énergie part. En ce moment, ton énergie part à essayer de te justifier auprès de gens qui, si jamais il t'arrivait quelque chose, écriraient juste tes posts sur Facebook, rest in peace. Tu étais un gars intéressant, posteront 2 ou 3 photos de toi et vont tourner la page. Tu essayais de prouver à des gens qui sont fortement ancrés dans leur idéologie que tu as des bonnes raisons de partir, comme si tu leur devais des explications. Et tu investis ton cœur, ton énergie, ton temps, tout ce que tu as avec des gens qui te considèrent juste comme... comment dire ça, comme une commodité.
tu es le gars drôle qui débarque et qui fait rire. C'est pour ça que tu es là. Si tu fais plus rire, tu ne sers à rien. Tu es le gars qui vient et qui va jouer au piano pour tel événement. En fait, tu es une paire de doigts qui joue au piano. Tu n'es pas un être humain au sens propre du terme, pour certaines personnes. Et donc, tu dois prendre du recul et aller un peu plus en profondeur au lieu d'essayer de faire de la compensation pour te faire accepter parce que ça t'épuise. Donc, la première étape que tu vas faire, c'est de déconnecter. Les gens qui sont proches de toi vont te ressourcer avec ta source, avec les gens qui t'aiment juste pour t'aimer, juste pour toi. Et puis quand tu prendras du recul, tu pourras mieux analyser tes relations. Et j'ai compris que j'avais une compulsion aussi à toujours vouloir servir les autres, à toujours vouloir plaire au détriment de moi-même. Et tu en sors insatisfait parce que quand tu en donnes autant, tu attends en retour. On n'est pas des êtres divins, on attend quelque chose, qu'on se l'avoue ou pas. Et puis ce que je recevais, c'était un peu comme des « Ah non, ça c'est pas assez bien, tu devrais faire plus de ça ou plus de ci ». Donc tu ne te sentais pas respecté dans ton individualité. Et donc c'était ça surtout qui était... ouais. Tous ces efforts que tu as dû faire pendant toute la journée, à la fin, à quoi ça ressemblait? Je pense que ça a affecté mon identité. Je dis comme ça, je vais avoir 30 ans bientôt, en août. Et puis, je me suis accepté comme homme il y a seulement 3 ans. J'ai pas eu il y a du monde qui l'ont eu, il y a du monde qui l'ont pas eu. Et puis, tout ce rituel d'initiation à la masculinité que tu vis avec ton père, à travers soit les interactions, soit beaucoup d'autres aspects. Moi, j'ai été... boum, l'université, intellectuel, mais il fallait que je développe mon côté gestion émotionnelle, mon côté acceptation de mes émotions, de gestion de mes frustrations. Tous ces aspects étaient pour moi des aspects qui étaient très importants pour mon identité. Et c'est comme si le fait d'être déprimé, dans cet état-là, ça m'empêchait de... Ça se tenait entre moi et mes objectifs, qui étaient d'aller bien, de m'accepter. Puis quand j'ai commencé à sortir de tout ce processus, j'ai commencé à faire la paix avec la situation, ou faire le deuil de ceux qui sont partis pour les raisons pour lesquelles ils sont partis, j'ai eu mon propre rituel avec moi-même de dire, tu sais quoi, maintenant tu es ta propre personne, avec ou sans tribu. Et ça va te permettre partant de là, de vivre pleinement ta vérité en tant qu'homme. Et ça va devenir ta vérité, ça va devenir ton bien le plus précieux. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec moi-même. Puis même si je peux passer de temps en temps dans un état d'anxiété ou bien dans un état dépressif à cause que, voilà, n'importe quoi, ou même Covid, je ne me compromets plus jamais. Parce que ce qui m'a maintenu là où je suis et qui a fait de moi l'homme que je suis, l'homme que j'ai accepté il y a 3 ans, c'est ma vérité. Et je l'échange pour rien. Pas pour accommoder les autres, pas pour faire du bien à certains membres de famille ou pour quelque autre raison. C'est ma vérité, c'est mon meilleur allié. Et je prends le soin aussi de me confronter pour ne pas me raconter des histoires. C'était aussi un réflexe. Tu as un problème devant toi, tu te racontes des histoires pour essayer de fuir ta responsabilité vis-à-vis d'un problème qui se passe à l'intérieur de toi, ou juste pour ne pas reconnaître qu'il y a un problème, parce que si tu le fais, tu es en train de t'avouer que tu es faible. Alors qu'il n'y a vraiment rien de mal à être faible, à ouvrir les vannes de temps en temps, à pleurer, à juste ne pas être bien. Et c'était très libérateur parce que j'ai appris aussi, lorsque j'ai dénoué les émotions complexes qui étaient à l'intérieur de moi, et qui venaient de très 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 vieux, je vais dire, tout petit, tu pleures, on dit « Tais-toi, les garçons ne pleurent pas, avale ça !» Puis tu fais... Et tu apprends ça, tu grandis avec le truc. J'ai appris, en grandissant, justement, j'étais très impulsif et très réactif. Donc
j'avais pas la capacité d'exprimer les émotions de manière sobre. Je suis en colère, je renverse une table, je crie, je pars. C'était toutes les émotions, j'étais objet de mes émotions. Je n'étais jamais un sujet de mes émotions. J'étais objet, je les subissais, mes émotions, un peu comme un genre de truc qui vient de l'extérieur et que je dois obéir. Puis quand j'ai commencé à les accepter et à les digérer et à les ingérer à l'intérieur de moi, je peux m'asseoir et dire, là je ressens de la colère. La deuxième étape, c'est d'articuler, de dire, je suis en colère. Puis c'est très vulnérable d'articuler, de dire je suis en colère. Parce que quand tu dis à quelqu'un je suis en colère, il doit réagir à ce que tu viens de lui dire. Il peut se moquer de toi, il peut dire je m'en fous de ta colère. Mais c'est vraiment de prendre le contrôle sur soi, c'est de se l'avouer, la situation. Je suis triste. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais je suis triste. Ou je suis frustré. Donc c'est tout le côté de comment est-ce que ça m'a aidé à développer une meilleure intelligence émotionnelle qui continue de grandir de jour en jour au fur et à mesure que j'interagis et je discute avec des personnes qui ont vécu les mêmes affaires ou peut-être qui ont grandi aussi dans le même contexte socio-culturel, avec les mêmes réalités ou qui ont été confrontés aux mêmes défis que moi. Ouais. Est-ce que le fait d'en parler, c'est quelque chose qui t'a soulagé? Absolument. Et justement, c'est ça que je dis, c'est comme un genre de... c'est comme la pression que tu mets dans une bouteille de, je sais pas moi, de Pepsi ou de Coca quand tu secoues et tout. Chaque fois que tu ouvres un peu, ça fait pif, pif, pif. Et là, tu libères un peu de pression, un peu de pression, un peu de pression. Ce qui est certain, c'est que la bouteille, ça secoue à l'intérieur. Donc, tu dois quand même libérer la pression d'une manière ou d'une autre. Puis pour moi, c'était très important de trouver les bonnes personnes avec qui libérer la pression. Pas juste les gens qui vont jouer les thérapeutes, mais les gens qui écoutent, puis qui comprennent, puis qui partagent aussi. Donc, tu réalises que c'est jouable. Donc, de temps en temps, on se surveille, on prend soin comme on peut. Aujourd'hui encore, j'ai un truc que j'aime faire. J'ai commencé à faire de la peinture. Je ne suis pas du tout un homme patient. Alors, faire de la peinture, ça m'a sérieusement confronté au fait de devoir attendre. Au début, quand je faisais de la peinture, pour attendre qu'une couche sèche, ça m'emmerdait. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je prenais juste un sèche-cheveux et puis je passais dessus. Mais c'était douloureux, je veux dire. Même à travers cette activité comme la peinture, je me suis déjà retrouvé en larmes devant une toile parce que je n'arrivais pas à créer la couleur que je voulais. Et ça, c'était, ok, tu es comme ça. Réconcilie-toi avec cette partie de toi. Et puis questionne le pourquoi, et puis toi-même gagne la victoire sur toi-même à ce niveau. Donc c'était comme ça. Aujourd'hui encore, des fois, je prends toutes mes affaires de peinture et puis je vais chez un ami, je dis aujourd'hui je vais peindre chez toi. Des fois, la question c'est que je suis en train de rentrer peut-être dans une période où je suis en train de lutter. Parce qu'on est en Covid, on est enfermé dans la petite maison, on fait la même chose tous les jours. Je dis ok, il y a une personne là-bas qui est confinée. D'accord, je vais aller là, je vais m'asseoir là, je vais peindre. Et puis je vais changer d'environnement. Et quand je vais finir ma peinture, je vais ramasser mes affaires, je vais rentrer à la maison. Ou bien je vais décider par exemple, ok, là tu vas aller prendre une marche. Donc je réalise que c'est un travail parce que tu dois bâtir de nouveaux automatismes. Parce qu'on ne va pas se le mentir, quand tu es dans cet état pendant longtemps, tu crées des automatismes. Et tu dois créer de nouvelles habitudes pour te maintenir au-dessus de l'eau. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose... Toi, tu étais de l'autre côté, au fait. Il n'y a personne qui peut comprendre qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une dépression que la personne qui est déjà passée par ça. On a beau être empathique, on a beau comprendre, on a beau essayer de se mettre à la place de l'autre, mais on n'a jamais mis ces lunettes noires, au fait. Toi qui les as déjà portées, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui t'écoutent actuellement et qui peut-être passent actuellement par la même chose? Pour ceux qui passent par la même chose... Par une dépression. Oui. On va nommer les... Oui, que ce soit par une dépression, que ce soit par des pulsions de mort ou par un sentiment d'inadéquation ou juste de ne pas être à leur place. Je pense que c'est une question de perspective. Ça finit toujours. Ça passe.
Toujours. La question c'est, est-ce que quand l'été va venir, on sera là pour voir l'été? Donc c'est vraiment de s'accrocher tout le long de l'hiver. No offense à ceux qui aiment l'hiver. J'ai rien contre l'hiver, mais c'est la métaphore que j'ai trouvée. Parce que, écoute, je ne suis pas un fan de l'hiver. Mais de s'accrocher, il faut se battre. C'est une bagarre. C'est une bagarre, c'est comme à la guerre. Tu te lèves le matin et tu te bats pour ta vie. Et c'est dur. Et des fois, pour réussir ça, tu dois trouver des gens avec qui te battre. Moi, j'avais des amis à qui j'envoyais juste un SMS très simple parce que c'est humiliant, c'est rabaissant. Ça l'était en tout cas pour moi de dire « je vais pas bien, j'ai besoin d'aide ». Alors, ce que j'écrivais, on avait trouvé un consensus avec mes amis, j'écrivais juste « ça recommence ». Et ils savaient. Donc, soit mon ami, un de mes amis, Caleb, va prendre sa voiture, il vient me trouver. Je prends un sac, je monte dans la voiture, je pars, on ne parle pas. Je dors dans le canapé, puis je reviens chez moi. Des fois, tu as besoin d'aide. Il ne faut pas penser que c'est ta responsabilité à toi tout seul de le faire. Je suis sûr que si on regarde bien à côté, il y a du monde qui veut nous aider, où on peut avoir de l'aide, que ce soit en thérapie ou de quelque autre manière. Pour les personnes qui sont à l'extérieur et qui regardent les gens qui vivent dans ça, il faut se taire. C'est très important de se taire et d'écouter et de valider. C'est vraiment tout. Il faut se taire. Parce que souvent, que ce soit par orgueil ou par complexe de je ne sais pas trop quoi, on a tendance à, lorsque quelqu'un raconte une difficulté, et puis on l'a tous, de dire, oh mais ça, voilà la solution, fais ceci, fais cela, et puis boum, c'est fini. Maintenant, get over it. Pour ceux qui sont religieux, ah ouais, c'est ça le truc, viens, on va prier, mets-toi à genoux. Amen. C'est fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut se taire. Il faut éviter de faire l'expert. Les gens qui parlent ont besoin d'être entendus. Pas juste écouter, entendus. C'est, waouh, j'ai écouté, tu sais quoi, je t'entends. Si vous pouvez, développer. Explique-moi un peu plus comment tu te sens, comment, pourquoi. Ah, je comprends mieux. C'est une opportunité de comprendre la personne. Il ne faut pas juste écouter la personne, il faut la comprendre, il faut l'entendre. Et juste de se sentir compris, ça peut sauver une vie parce que la personne va se dire, il y a quelqu'un qui comprend ce que je vis. Ça prend un courage phénoménal. Il y a des gens qui disent, ouais, ceux qui passent à l'acte sont des lâches. J'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. C'est pas lâche du tout de s'asseoir et de composer un plan de sortie. C'est pas du tout lâche. C'est dur. C'est dur, mais les gens qui le font, ils pensent que c'est la seule solution. Alors que lorsque tu as une oreille que tu es certain qu'elle t'écoute, quand tu te retrouves devant ce dilemme, parce qu'il y a toujours un petit doute, il y a toujours un petit doute. Jusqu'à la dernière minute, tu as un petit doute. Tu peux appeler quelqu'un qui t'écoute et qui t'entend et essayer de confirmer ton doute. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours une petite lumière qui nous accroche à quelque chose. Et les gens qui traversent la ligne, je suis presque certain, beaucoup n'ont juste pas été entendus. Ou bien beaucoup, on leur a proposé des solutions expéditives vis-à-vis desquelles ils se trouvaient, ils se sentaient peut-être incapables. Et donc se sentaient comme un poids. C'est lourd, regarde, c'est facile. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Donc c'est vraiment de dire, quelqu'un il est assis par terre, tu t'assois par terre juste à côté. Et si tu en as la capacité, si tu as ce niveau d'empathie, plonge avec la personne là où elle est. Juste reste là et habite là avec elle. La présence, la compréhension, le contact, la sincérité, le cœur à cœur, ça peut faire une grosse différence dans la guérison de quelqu'un. Et plus tard, tu regardes en arrière, moi c'était quoi, 2018? Aujourd'hui j'y pense, ça me fait sourire et je me sens super chanceux que quelqu'un a remarqué ce qui se passait. Parce que personne d'autre n'aurait remarqué.
Personne d'autre n'aurait... Mes parents n'étaient pas en mesure de remarquer. Ils n'auraient rien vu venir. Si j'avais traversé la ligne, ils n'auraient même pas compris. Peut-être qu'ils auraient pointé du doigt des esprits ou un démon ou quelque chose. Ils n'auraient pas compris. Et j'aurais échoué dans tous les niveaux parce que ce que je voulais, c'est être compris. Et pour moi, c'était très, très, très soulageant. Surtout que mon ami proche dont je parle est chrétien et que lui, il a compris. Et la première fois qu'on te comprend, tu es comme j'ai essayé, I tried. Un message d'espoir peut-être pour les personnes parce que tu es un ancien combattant. Un ancien combattant est combattu. Non, mais... Non, tu n'es pas combattu. Si tu es là, c'est que tu n'es pas combattu. Pas vaincu. Vaincu, pas vaincu. Combattu, mais combattu. Pas vaincu. C'est un jeu de mots. Oui, mais moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a rien de mal à être proche de ses émotions. Au contraire. C'est quelque chose qui va être un plus dans votre vie. Donc, ne laissez pas les gens vous dire de vous déconnecter de vos émotions, que ce soit que votre colère n'est pas valide, que votre tristesse n'est pas valide, que votre sentiment de vide intérieur, votre besoin de connecter un peu plus avec votre famille n'est pas valide, que votre besoin d'avoir cette conversation avec votre mère ou votre père n'est pas valide. Tout ce que vous ressentez est valide. La décision que vous prenez par rapport à vos émotions, c'est une autre histoire. Et je pense que nos émotions, en tout cas dans mon sens personnel à moi, ceci n'est pas un conseil universel, c'est de mon expérience personnelle que je parle. Mes émotions m'ont dit ce qui se passait à l'intérieur. Ils ne m'ont pas dit quoi faire. Mes émotions pour moi ne sont pas directives. Elles me disent comment je me sens par rapport à une situation, m'annoncent les couleurs, me donnent la température. Mais mes émotions ne devraient pas me conduire à poser... Mes actions ne devraient pas être motivées par mes émotions. Ça, c'est l'expérience que j'ai tirée personnellement de ça. Donc, reconnaissez vos émotions, accueillez-les. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de prendre une pause, prenez une pause. Si vous avez besoin d'être seul, faites-le. Puis quand vous avez besoin d'écoute, parlez. Parlez, choisissez vos personnes et parlez. Il y a du monde qui veut écouter. Je répète, des fois on pense que tout le monde s'en fiche complètement, mais c'est pas vrai. Il y a du monde qui veut vraiment écouter, donc il faut se donner une chance. Pose des questions bizarres. Toi. C'est épuisant. Je pense que j'ai un poil de chat dans la bouche. Ouais, c'était un poil de chat.